Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Aguilar et vous écoutez Où est le beau, un podcast engagé qui souffle un vent nouveau sur le design, l'architecture et l'art. Ici, vous découvrirez les univers de mes invités d'une manière hyper intimiste. On parle de leur travail, de ce qui les anime, on se questionne sur cette notion du beau. Qu'est-ce que ça signifie d'imaginer, de créer de beaux objets, de beaux intérieurs aujourd'hui, avec les challenges qui sont les nôtres, notamment environnementaux. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, alors bienvenue. Et venez aussi découvrir le beau sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Bonne nouvelle, pour celles et ceux qui souhaiteraient découvrir tous les épisodes de Où est le beau en exclusivité, dès le mardi, donc 48 heures avant tout le monde, je vous donne rendez-vous sur le site de Elle.fr, dans la rubrique Elle Décoration, et sur les applications iOS et Android de Elle. Bonjour François Lafanour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir sur ce podcast pour parler avec nous de Charlotte Perriand. Vous avez fondé la galerie Downtown à Paris et d'ailleurs, je vous remercie de nous y accueillir pour l'enregistrement de cet épisode. Vous, en tant que galeriste, vous nous faites découvrir et présenter auprès des collectionneurs du mobilier d'architectes du XXe siècle. Vous êtes attaché à une façon de penser qui n'est pas vraiment liée à une époque, mais plutôt à une logique un peu globale de ces architectes très connus comme Jean Prouvé, Le Corbusier, Pierre Jeanneret, que vous présentez merveilleusement mis en scène dans votre galerie. C'est un lieu complètement magique. Des créateurs qui vous intéressent sont finalement ceux qui ont pensé de véritables projets de vie. Et parmi ces architectes, il y a bien évidemment Charlotte Perriand. Son travail est fascinant et il vous fascine depuis de nombreuses années. Vous êtes aujourd'hui un des spécialistes de son œuvre. Et c'est justement pour cette raison que j'ai voulu vous rencontrer, pour que dans cet épisode, si vous le voulez bien, vous partagez avec nous ce que vous avez compris d'elle depuis toutes ces années, que vous nous expliquiez bien voilà qui elle était, dans quel contexte elle s'inscrivait, en quoi son travail a été incroyable et révolutionnaire, parce que c'était vraiment voilà une personnalité du design qui a marqué son époque. François, d'où vient votre intérêt pour Charlotte Perriand ? À quand remonte-t-il ? Alors, mon intérêt pour Charlotte Perriand, c'est vrai que ça remonte assez loin. C'était dans la fin des années 70. Et il se trouve que, tout à fait par hasard, j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter la première chose, je crois, de Charlotte Perriand que j'ai pu acheter, c'était une table, toute simple, que les gens qualifiaient à l'époque de table de ferme, parce qu'ils trouvaient qu'ils voyaient pas la subtilité. Mon intérêt là, je me suis dit, c'est curieux, le nom de cette femme apparaît dans toute cette revue donc créée par André Bloch, qui était la revue L'Architecture d'aujourd'hui. Mais c'était une grande revue dans laquelle il célébrait à la fois les architectes, les artistes, les designers. Et je crois qu'il était très novateur. Il avait cette ouverture que je trouvais assez intéressante de parler de vraiment aussi bien d'architecture, de design que d'art. Ouais. Et donc Charlotte Perriand était citée comme étant celle qui avait réalisé les meubles que j'avais pu voir chez d'autres gens, qui étaient des bibliothèques, des tables. À l'époque, moi, j'allais... C'est vie, quel âge à cette époque ? À l'époque, j'avais je vais avoir 25, 26 ans. Et je vois que Charlotte Perriand est aux côtés de Sonia Delaunay, et puis que dans les musées, il y a les tableaux de Sonia Delaunay. Je me dis que quand même, ça doit quand même être quelqu'un d'important. Elle doit avoir quand même quelque chose. Et donc, je me suis très vite intéressé. Et ce qui est drôle, ce que vous me disiez juste avant qu'on débute cette interview, c'est que donc vous la découvrez à travers cette revue, mais en fait, dans la vraie vie, vous l'aviez déjà vue auparavant de façon quasiment quotidienne. Oui, dans la vraie vie, puisqu'en fait, j'habitais le même immeuble qu'elle, et je ne savais pas que Perriand et Martin, puisque son mari s'appelait Martin, et qu'il y avait les deux noms sur la porte l'appartement de la concierge. Mais moi, je ne savais pas qui était. Je ne savais pas. Et donc, je l'ai effectivement croisé tous les matins. Et j'ai vu cette dame assez petite, toujours avec un petit chignon, toujours impeccablement habillée et assez... ni sympathique ni antipathique, voilà, une petite dame à qui je croisais tous les jours, et ça a duré quand même plus de 10 ans, et c'est vrai que j'ai été très surpris quand je découvre que cette dame en question est Charlotte Perriand, et quand je la vois rentrer dans ma galerie, on va dire 20 ans plus tard, ou 15 ans plus tard. Alors, pour commencer à parler vraiment d'elle en détail, est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu Charlotte Perriand dans le temps, en fait? Alors, dans le temps, Charlotte Perriand est vraiment née avec le siècle. Elle est née en 1903, morte en 99, donc elle a vécu 96 ans.
pratiquement travaillé du début jusqu'à la fin, on peut dire. Hein. Donc, elle avait, je crois, une mère qui était couturière. Elle a fait des études dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Elle a ensuite très vite rencontré des gens qui l'ont poussée. Et notamment, elle a épousé un monsieur très jeune. Je crois qu'elle s'est mariée parce qu'elle a une vie où elle voulait être très libre très tôt. Hein. Donc, c'est véritablement la vie de Charlotte Perriand. Et d'ailleurs, dans l'exposition qui lui a été consacrée à la Fondation Vuitton, c'est quelque chose qui, je pense, a créé l'intérêt, en plus de la qualité du travail. C'est qu'on s'est aperçu, c'est arrivé naturellement par la façon dont la présentation était faite. On a vu toute l'histoire d'une femme qui a traversé tous les combats, si on peut dire, pour arriver à ce que le statut des femmes soit quelque chose qui soit considéré de façon normale à égalité avec les hommes. Ouais, et on le voit tout au long de sa vie et dans toutes ses préoccupations. À chaque fois qu'elle a un projet, on voit bien qu'elle fait intervenir cette notion d'importance non pas de la féminité ou du regard féminin, mais de la possibilité d'avoir un regard différent et qui soit considéré de la même valeur que le regard d'un homme. Et ça, je crois qu'on voyait très très bien ce travail et cette évolution tout au long de sa vie dans cette exposition. Donc elle a rencontré très vite, elle a connu Le Corbusier par de réputation, et à l'époque, elle avait voulu exposer ses meubles. Il se trouve que pour s'en aller C'était des meubles qu'elle avait fait pour elle, en fait. Oui, alors c'est des meubles qu'elle avait fait pour elle. À l'époque, elle avait épousé un Anglais. Ce mari, qui avait un peu de fortune, lui a permis de réaliser tout le mobilier de ce lieu qui était une sorte d'artiste, enfin un atelier d'artiste qu'elle appelait le bar sous le toit, et pour lequel elle a réalisé des meubles et qu'elle a exposé ensuite dans un salon. Et c'est là que Le Corbusier était très impressionné par ce qu'il a vu, parce qu'il ne savait pas il savait pas qui c'était, il ne connaissait pas l'origine de ces meubles. Et parce que ces meubles étaient en rupture, en fait. Alors ces meubles, ils étaient en fait, si on les remet dans un contexte, dans le contexte de l'époque, on sent bien l'influence du Bauhaus avec l'utilisation du tube chromé, le métal poli, l'inox, mais c'est d'une modernité et ce qui, de mon avis, représente bien l'intérêt qu'on avait à l'époque, à la fois pour la technologie, pour l'industrie, et en même temps pour une certaine forme de luxe et une certaine forme d'originalité dans l'emploi des matériaux. Ouais. Donc Charlotte Perriand disait qu'elle aimait aller regarder les vitrines des voitures sur les Champs-Élysées. À l'époque, l'aviation, les avions, les voitures, l'industrie, tout ça était très excitant. Ouais. Et en même temps, c'était là qu'on sentait la modernité. Donc je crois qu'à l'époque, elle avait voulu s'inspirer de toute cette technique, de tous ces matériaux qui nous faisaient rêver, qui représentaient la modernité, qui représentaient une forme de liberté aussi. Hein. Ouais. Donc là, du coup, Le Corbusier va voir cette exposition. Oui, et surtout, elle envoie une lettre, elle demande à Le Corbusier de la prendre dans son atelier. Et la première rencontre, je crois, en fait, c'est ce que j'ai pu lire, que Le Corbusier lui dit, nous on fait pas de coussins, madame, nous on fait pas des... Donc déjà l'approche par rapport à une femme, déjà un petit peu. Et quand il va voir, allez voir ce que j'ai fait. Et là, il revient, il se dit effectivement, voilà, je sais pas s'il s'excuse, mais en tout cas, il l'embauche. Et elle commence à travailler pour lui, et c'est là qu'elle produira tous ces meubles, dont la fameuse chaise longue, la table dite Le Corbusier. Ouais. Et alors, comment on pourrait définir un petit peu son approche du design finalement ? Qu'est-ce qui l'intéresse, elle ? Alors, son approche du design, alors d'abord, il y a ce mot design, moi, me dérange toujours, parce que le design, c'est quelque chose de purement... pour moi, purement industriel, c'est quelque chose, il y a une volonté de... Et là, je pense qu'à l'époque, il y avait à la fois une volonté industrielle, mais en fait, c'était pas non plus complètement industrialisé. Et il y a dans la création de ces objets une notion d'unicité ou de poésie qui les sort
un petit peu de ce qu'on pourrait peut-être englober dans le design. Parce que du coup, ce qu'elle voulait, ce qu'on avait l'impression aussi de comprendre dans l'exposition, etc., c'est que son but, c'était vraiment de faciliter la vie des gens avec des objets qui soient pratiques. Elle avait c'était une vision un peu globale qui était. Oui, ben moi je pense qu'elle avait un sens pratique. Alors évidemment, a posteriori, on dit on veut faciliter la vie des gens. Oui, on veut faciliter la vie des gens, mais moi je pense que déjà il faut une nature pour ça. Il faut déjà savoir naturellement comment on conçoit sa propre vie pour ensuite éventuellement l'appliquer aux autres. Quand on lit la vie de Charlotte Perriand à ses débuts, donc elle a épousé ce monsieur qui devait avoir plus de 20 ans de plus qu'elle. Elle était très sportive, elle était très attirée par la nature, elle aimait le bateau, elle aimait la montagne, elle aimait le ski, elle aimait beaucoup de choses très naturelles. Je crois que de sa personnalité qui est à la fois assez radieuse, assez enjouée, assez volontaire, j'imagine, enfin moi si j'avais été dans ce contexte-là, j'imagine que on a envie de faire quelque chose dont on est fier, qui soit à la fois bien pour soi et qui soit bien aussi pour les autres. Donc je pense pas qu'il y a simplement cette volonté d'être simplement altruiste, généreux. Je crois qu'il y a une volonté de bien faire quelque chose. Et puis quand on le fait bien, ben on le fait bien pour soi et on le fait bien pour les autres. Ouais. C'est comme ça que en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, elle commence à travailler pour Le Corbusier. Elle commence à travailler dans le studio de Le Corbusier. Elle y rencontre Pierre Jeanneret, qui était donc le cousin de Le Corbusier, puisqu'on sait que Le Corbusier, son vrai nom c'est Jeanneret, ce n'est pas Le Corbusier. Donc elle collabore beaucoup avec Jeanneret. Et Jeanneret était une sorte de... On le découvre plus tard, on le découvrira 20 ou 30 ans plus tard, comme étant véritablement un véritable penseur du design, de l'architecture, avec une vision extrêmement, comment on pourrait dire, une vision très, pas du tout dans la production, quelqu'un qui est véritablement dans une recherche de simplicité, d'authenticité. Et je crois qu'à eux deux, ils ont fait un travail assez remarquable à la fois de rechercher l'origine de tout ce qu'il y avait de beau dans la nature et d'essayer de comprendre comment cette beauté, on pouvait la traduire dans une création humaine. Donc, pendant pas mal de temps... Donc, ils s'entendaient très bien, en fait. Oui, je crois qu'ils vivaient ensemble. Ils ont été amants et ils ont vécu une période de vie ensemble. Et il semblerait qu'ils aient fait beaucoup de voyages, à la fois à la montagne, au bord de la mer, à la recherche d'éléments naturels. Ils ont fait énormément de photos. Jeanneret a fait aussi beaucoup de photos de Charlotte Perriand. Charlotte Perriand a fait beaucoup de photos, s'est beaucoup inspirée à la fois de tout ce qu'elle voyait. Elle prenait un petit peu des photos comme on prendrait, comme on ferait des croquis. Et donc elle a utilisé ça pour faire un carnet de notes. Et on voit, a posteriori, que ces photos portent sur des galets, sur le mouvement de la mer sur le sable, de voir les tranches d'arbres coupées pour repérer comment la vie s'est organisée naturellement et a dessiné des formes dont elle a essayé, je pense, avec Jeanneret, de comprendre qu'est-ce qu'il y avait à la fois de presque surnaturel, si on peut dire, et à la fois cette beauté qui était là avec un équilibre. Et je pense que toute sa vie, elle a recherché dans tous les dessins qu'elle a fait de meubles, d'objets, etc., elle a cherché à reproduire cet équilibre, des formes qui sont parfaitement simples, mais dont on a l'impression qu'il se dégage une force et quelque chose qui échappe à ce qu'on pourrait appeler justement le design, quelque chose qui est voulu dessiner. On sent que c'est dessiné, mais il y a quelque chose d'autre, une magie qui s'exprime et qui est indicible finalement, parce que c'est assez compliqué de traduire la beauté de ces créations sans pour autant y trouver, on peut dire il y a le nombre d'or, on peut le dire il y a des matériaux, on peut dire il y a des couleurs, oui, il y a tout ça, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la nature, qui est à mon avis
l'a beaucoup impressionné pendant tous ces rapports et tous ces voyages qu'elle a fait avec Jeanne Rey. Mais ça, c'est vachement... parce que je pense aussi que percevoir la beauté dans les détails de la nature, etc., essayer de le restituer aujourd'hui à travers de quelque chose qui est du coup manufacturé quand même, c'est un peu aussi le challenge qu'on a aujourd'hui. Enfin, en tout cas, que peut-être on a un peu perdu aujourd'hui dans le mobilier. C'est un rapport à la nature qui était hyper présent et aujourd'hui qui s'éloignait de nous. Oui, alors... C'est compliqué parce que je pense que justement, peut-être aussi, c'est ce qu'elle a apporté dans cet univers très masculin. C'est cette recherche d'une forme de simplicité, une recherche mais aussi presque on pourrait dire de classicisme aussi. Et puis, une forme de sérénité. Ouais, et moi, souvent, je peux passer un peu pour un dingue quand je dis ça, mais je dis les meubles, quand on vit avec des meubles qu'elle a pu créer, mais aussi c'est valable pour d'autres créateurs que moi j'apprécie, je trouve qu'il dégage quelque chose il y a une spiritualité qui s'en dégage. Et je pense que cette spiritualité, elle vient de pas simplement d'un beau dessin, parce que un beau dessin, mais de tout ce que ça suggère. À la fois un équilibre, une retenue, une sensibilité, une ouverture, une volonté de modernité, etc. Et je trouve que c'est encore plus compliqué d'arriver à porter tout ça dans un meuble. Dans un meuble. Parce que dans un texte, on peut le dire, dans une chanson, on peut l'exprimer, dans un film, on peut le montrer, on peut le démontrer. Mais là, c'est un petit peu comme en musique. Il faut être cette capacité à suggérer des valeurs spirituelles à travers une réalisation purement matérielle. Oui, matériel fonctionnel. Et donc, il ne suffit pas d'employer des matériaux nouveaux et d'être en rupture, parce qu'on a vu plus tard, quand il y a eu l'explosion du design, on va dire dans les années 80-90, que beaucoup de designers, en utilisant des matériaux à la mode ou des formes un petit peu à la mode, se lançaient dans des tas de créations, mais qui ne transmettaient pas grand-chose. Ouais. Donc elle arrive à mêler ses influences, elle arrive à jouer avec quelque chose d'extrêmement simple, naturel, mais à le sophistiquer. Donc elle arrive à on va dire, à utiliser des matériaux et à sublimer le matériau pour en faire quelque chose de sensuel, de sophistiqué, en même temps de minimal, en même temps l'expression d'une véritable recherche de modernité. Et tout ça, c'est pas si facile que ça à faire. Oui, c'est incroyable. Et alors, donc du coup, quand elle travaille pour Le Corbusier, elle dessine beaucoup de mobilier surtout. Il lui demande plutôt ça. Oui, il lui demande de créer le mobilier pour les intérieurs des appartements ou des lieux qu'il doit aménager. Et donc, il lui donne un cahier des charges pour cette fameuse chaise longue qu'on a attribuée pendant très longtemps à Le Corbusier et dont on voit sur les petites... d'abord sur les archives, sur les documents, qu'il a été créé à trois, puisqu'il y a Jeanne Rey, Charlotte Perriand et Le Corbusier qui ont co-signé cette chose-là. Vous pouvez nous la décrire, cette chaise ? Alors cette chaise, elle est marrante parce que je crois que Le Corbusier avait donné un trait comme ça, un petit peu de personne allongée, et Charlotte Perriand a beaucoup réfléchi à comment est-ce qu'on peut s'allonger dans une chaise tout en se reposant, et naturellement, il est venu la position des jambes en l'air. En fait, elle avait pensé à cette position quand on marche à la montagne et que pour se reposer, on s'appuie contre un arbre et on appuie ses jambes en l'air pour avoir une circulation sanguine et puis se reposer. Et elle a créé ça. Alors donc, elle a créé cette chaise dans laquelle qui est en tube, garnie d'une peau de vache, un coussin derrière la tête, un tube sur lequel on peut s'accrocher pour se relever, pour se tenir. Mais surtout, ce qui est la grande innovation, c'est qu'elle fait reposer cette chaise, qui est donc comme une balancelle, mais au lieu de la laisser au sol puis qu'elle se balance, où on puisse se coincer les doigts en dessous, non, elle la pose sur un socle, qui est un socle qui fait penser au socle qu'elle avait fait pour la table aussi de Le Corbusier, avec un socle en métal, avec des pieds fuselés,
et qui permet, parce qu'il est garni de caoutchouc, il y a 2 cylindres de caoutchouc sur lesquels on repose cette balancelle, et la balancelle peut glisser soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc on peut être assis assez presque verticalement, presque assis, ou on peut la faire coulisser, et on peut avoir les pieds complètement en l'air et avoir la tête se reposer. Ouais. Donc il y a une espèce de jeu d'abord esthétique, d'abord d'avoir une personne comme ça qui peut être en plein milieu d'un salon avec les jambes relativement en position haute, et puis donc c'est déjà quelque chose de complètement nouveau. Oui, parce que du coup, c'est un peu avec ce même objet, on peut à la fois avoir une utilisation qui est un peu plus solitaire quand on va être tout seul, et puis peut-être avoir vraiment cette position avec les pieds levés, ou alors complètement partager d'un moment avec quelqu'un. Donc c'est quelque chose. Il y a une mobilité, hein, voilà. Et je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup l'idée de créer des objets dans lesquels chacun d'entre nous pouvait intervenir. Les bibliothèques qu'elle a créées, c'était pareil. Il y avait la possibilité pour le client qui commandait une bibliothèque de dire moi j'ai besoin qu'elle fasse telle et telle taille. Elle avait, disons, une grille qui lui permettait de dessiner chaque bibliothèque selon des critères où les proportions étaient respectées. Mais si vous vouliez une bibliothèque qui prenne tout le mur ou une bibliothèque, vous aviez la possibilité de leur donner. Donc il y avait un aspect libre, démontable, facilement transportable, qui était dans l'état d'esprit de les recherches qu'elle faisait à l'époque. Et puis ce qui est drôle aussi avec ces étagères, c'est qu'on a un peu l'impression que il y a une illusion un peu de l'ordre. On a l'impression que tout est toujours un peu rangé, quoi. Oui. C'est assez drôle. Alors ça vient peut-être du Japon. Vous savez, au Japon, ils font elle a vécu longtemps au Japon, parce que tout à l'heure, on parlait elle a commencé à travailler avec Le Corbusier. Ouais. Et puis, elle rencontre un architecte japonais qui avait été employé par Le Corbusier, qui retourne dans son pays et qui lui écrit quelque temps après en lui disant est-ce que on pourrait pas avoir quelqu'un qui viendrait du studio de Le Corbusier et qui viendrait nous aider dans une espèce de volonté d'harmonisation entre l'artisanat, le design, etc. au Japon, et pour pouvoir essayer de gérer un petit peu toute cette production, notamment pour des grands magasins qui étaient les grands magasins de Takashiyama. Et donc, elle hésite longtemps. Ça représente pour elle quand même la rupture avec la France, partir à l'aventure toute seule. Jeanne Rey ne peut pas venir avec elle, et puis Le Corbusier souhaite pas complètement se retrouver tout seul. Finalement, elle décide de partir. La guerre éclate et elle se retrouve finalement à apprendre que la guerre s'est déclenchée, et elle est sur un bateau et elle va arriver dans un pays qu'elle connaît pas. Donc, parce qu'au début, pas une chose facile quand même. Elle devait partir combien de temps au début, il était prévu qu'elle parte, je pense, pour faire une mission. Ça va peut-être durer peut-être un an ou quelque chose là. Et en fait, ça va durer 6 ou 7 ans, puisqu'elle se trouve dans des péripéties incroyables, puisque le Japon devenant à un moment donné l'ennemi, elle se retrouve à partir au Vietnam. C'est là qu'elle y rencontrera d'ailleurs son mari, Martin, qu'elle épousera. Et elle a vécu à travers toute cette époque en Asie quelque chose de très difficile, parce que c'était quand même à la fois se retrouver dans un monde qu'elle connaissait pas, une culture qu'elle connaissait pas, obligée de voyager, obligée d'être, et puis considérée comme d'un seul coup presque l'ennemi. Donc il a fallu, ça a été très difficile. Elle a conçu sa fille là-bas, elle se retrouve à avoir à gérer sa vie avec cet enfant et avoir à la ramener en Europe dans des conditions très difficiles. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, ce qu'elle a vécu là-bas. Et après, du coup, par rapport à son travail d'architecte designer, qu'est-ce qu'elle découvre au Japon? Enfin, comment ça la marque en fait? Je pense que Charlotte Perriand a découvert, notamment avec les architectes qu'elle a rencontrés, comme Kenzo Tange, des gens qui travaillaient à la fois dans à la fois une subtilité, un respect à la fois de la modernité et de la tradition. Et donc je crois que ça l'a beaucoup enrichi, notamment pour le travail du bois, parce que quand elle travaillait
à Méribel qu'elle faisait faire par ses ébénistes des jolies tables. Il y avait évidemment cette influence du travail de la montagne, hein, de la nature, des belles tables en bois, mais il n'y avait pas ce qu'elle a découvert au Japon, c'est la méthode des assemblages, la façon de raffiner les détails, la façon encore une fois, des proportions. Et je crois que ça a été pour elle une véritable découverte passionnante. Et puis, il y a aussi, il y a tout au Japon. Il y a aussi, donc, comme je le disais, la nature, l'architecture, les tissus, la nourriture. Je veux dire, tout ça a été quelque chose de très enthousiasmant. Et est-ce que son rapport à la couleur, par exemple, a été aussi influencé Je pense que ce souci de la couleur a été très important chez Perriand. Elle a créé quand elle crée ses bibliothèques, par exemple pour la Maison de la Tunisie ou pour la Maison du Mexique, qu'elle fait appel à des artistes pour colorer ces bibliothèques, d'un seul coup, on a des petites portes en métal, en aluminium, pointe de diamant, ce qu'on appelle aluminium pointe de diamant, qui sont un petit peu gaufrées et qui sont dans des couleurs toutes différentes. On a presque une espèce de sculpture mobile qu'on bouge, on bouge les portes et donc on crée un tableau cubiste de couleurs très différentes. Alors c'est amusant d'ailleurs que celle qu'elle a demandé à Sonia Delaunay, la seule qui lui a fait une bibliothèque presque sans couleur puisqu'elles sont grises. Donc, alors que tous les autres ont fait, que ce soit Bozzolini, Nicolas Schoeffer et d'autres, j'ai oublié les noms, sont tout en couleur. Donc il y a une volonté là, moi je l'ai vu comme ça tout de suite, c'est que ces bibliothèques, soit la Maison du Mexique ou la Maison de la Tunisie, c'est comme si on avait presque un meuble qui était une petite sculpture à l'intérieur de la pièce et qui venait donner à la fois une gaieté et puis aussi une modernité et permettait aux gens d'accéder par cette beauté qui était, parce que je crois que c'est ça le sujet qui vous intéresse, c'est la beauté. Je crois que c'est par cette beauté qui est dans laquelle on vit, transmettre des messages, transmettre des choses qu'il est pas forcément facile de transmettre par des textes ou par la parole, tout simplement. Et moi, je suis assez convaincu que si on permet aux gens de vivre dans la beauté, il va se passer quelque chose une transformation. En tout cas, il va y avoir une transmission dans l'esprit des gens, tant sur le plan personnel, l'équilibre, disons même une détente, mais aussi de l'ordre de la spiritualité. Ouais. Donc, je pense que c'est un vrai sujet que la beauté comme élément de transmission. Et pas simplement de décoration, évidemment. De transmission et puis de vecteur de changement aussi, un peu. Bien sûr. Et parce que vous le disiez tout à l'heure, donc elle travaille aussi beaucoup le bois, donc on peut aussi se dire que c'était pas du plastique, c'était pas du métal, c'était, vous voyez, c'était des matériaux comme ça naturels. Est-ce que parce que je crois qu'à la suite de son voyage au Japon, elle refait un petit peu la chaise longue dont vous nous avez parlé. Oui, en bambou. Voilà. En bambou, elle crée cette chaise longue. Est-ce que ça évolue aussi son œil? Oui, alors son regard, un peu pour vous contredire un peu, c'est qu'elle a utilisé aussi le bois, mais aussi les matériaux modernes. Elle a utilisé le formica, elle a utilisé l'aluminium, elle a créé très tôt des bacs en plastique, des tiroirs qu'elle a d'ailleurs, où elle a mis brevet Charlotte Perriand. Et ces tiroirs, et c'est ça que moi je trouve assez merveilleux, c'est que par exemple elle a fait un meuble qui est un buffet qui est avec un plateau et enfin des éléments en bois très beaux, en acajou, avec des formes incurvées magnifiques. Les portes sont en espèce de formica ou en PV, en fait plutôt entre le formica et le PVC, enfin un matériau synthétique. Et l'intérieur était garni de tiroirs en plastique. Et donc je trouve que le culot, si on peut dire presque, le courage de mêler ces matériaux classiques et modernes et d'un seul coup même il y a presque un jeu comme ça, pas de provocation, oui, ouais. Et qui permet qu'on voit pas que le matériau est un matériau simple. Et je trouve que là, elle a eu ce génie de magnifier des matériaux très simples. Et ces tiroirs en plastique qui viennent, alors elle les a mis dans les armoires, mais elle les a mis aussi sous les tables, elle les a mis sous les consoles, et ça devient un élément de couleur. Donc je crois qu'elle a tout
tout le temps, y compris par exemple aux Arcs. Elle a fait des tables émaillées qui sont dans des couleurs bleues, rouges, magnifiques. Parce que les Arcs, vous pouvez nous raconter, en fait, c'est vraiment une station de ski, c'est un projet incroyable, en fait. En fait, elle a été contactée par ses amis architectes qui étaient en charge. Il y avait notamment un architecte qui s'appelait Durupt, avec lequel elle a travaillé, et ils étaient en charge de faire ce projet à la montagne, qui est un projet colossal, puisque là, on parle de plusieurs milliers de chambres. Hein. Ouais. On parle, je crois qu'on parlait de 1800 lits de ce projet-là. Et donc, il fallait faire quelque chose qui soit à la fois à la montagne, à la fois avec une esthétique, à la fois qui soit aussi, disons, quelque chose d'accessible aux gens. Donc ça a été un vrai projet. Et elle a conçu comme ça des studios dans lesquels elle a intégré son principe de vie, des salles de bain qui étaient déjà préfabriquées, qui étaient des blocs de polyester avec la baignoire intégrée, le lavabo intégré. Donc elle a essayé de standardiser. Elle avait fait des bars où il y avait la présence du bois, comme on trouvait souvent à la montagne. Donc elle a essayé de réfléchir à un projet qui était, à mon avis, aussi son grand talent, c'est comment aménager un espace tout petit et d'arriver à lui donner des fonctions agréables. Et elle a fait avec ses architectes. Alors, aujourd'hui, c'est quand même des immeubles, alors qu'ils ont des façades assez en pente. Oui, c'est ça, c'est parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle est collée vraiment à la montagne. Alors, elle a collé à la montagne, collée aussi à l'idée de ne pas, qu'il n'y ait pas la voiture présente directement tout autour de tout ça, et qu'il y ait une notion de légèreté. Tous ces immeubles, d'ailleurs, l'architecture des tours ou des immeubles est très mal vue selon la période à laquelle on se place. Moi, je dois dire que j'ai trouvé qu'elle avait réfléchi évidemment sur comment, dans quelque chose où évidemment l'espace est réduit, comment est-ce que chacun peut avoir une vision un peu de la montagne, comment est-ce qu'on peut avoir une vision parce que l'intérieur et l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur. Et je pense qu'elle a toujours essayé de respecter cette présence de la nature. Et en créant des espaces qui soient le plus confortable possible. Oui, parce que quand on regarde, en tout cas, en face cette station, on a l'impression vraiment que si on se met à un balcon, qu'on surplombe vraiment à chaque endroit la montagne, quoi. Parce qu'elle était alpiniste. Enfin, elle adorait. Elle était grande skieuse. Elle adorait la montagne. Elle allait skier tout le temps. Elle raconte que quand elle était à l'agence de Le Corbusier, ce qui est incroyable, parce que je me disais à l'époque les transports devaient pas être si faciles. Elle partait tous les vendredis soirs skier. Et elle passait le week-end à la montagne. Donc, et elle emmenait. Et à l'époque, elle allait dans un petit village qui s'appelle Saint-Nicolas-de-Véros, dans lequel elle avait aménagé. Il y avait une sorte d'auberge pour lequel elle avait fait le mobilier. Elle avait fait aménager d'ailleurs une terrasse avec une grande porte qui avait un porte-à-faux énorme et qui était tendue par un câble et qui permettait, quand il faisait beau, d'ouvrir cette grande porte et d'avoir une pièce gigantesque. Donc elle a des astuces d'aménagement extraordinaires. Et là, je pense que quand elle a un projet pareil où il faut, je crois que ça l'a passionnée en plus de réaliser quelque chose pour autant de gens, d'essayer de faire quelque chose de beau et d'utile pour tout le monde, avec évidemment les contraintes techniques. Et je crois aussi qu'il y avait un petit peu parce qu'elle avait quand même aux Arcs en tout cas ce souci d'économie d'énergie, parce que je crois qu'il y avait déjà un peu des toits végétalisés, enfin il y avait aussi un peu déjà Je pense que ça a toujours été dans leurs préoccupations. Je connais pas bien cet aspect des choses, mais on voit bien que dans toute sa vie, le respect de la nature et l'admiration qu'elle avait pour la nature l'ont sûrement porté à essayer d'être attentive à ça. En tout cas, déjà, rien que le fait de dire qu'en fait les voitures, non, enfin voilà, c'était déjà aussi de se dire que c'était... Oui, il faut bien sûr, il y a quelque chose. Et en même temps, mettre la voiture où elle doit être et en même temps, évidemment, ne pas encombrer. Donc je pense que c'est des préoccupations et qui l'ont fait travailler quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Oui, mais c'est ça. Les derniers jours de sa vie, elle était là à s'occuper de ça. Je crois que ça l'a passionnée. Est-ce que aussi on peut faire ce constat que son style triomphe un petit peu plutôt à la fin de sa vie, enfin auprès du grand public en fait. Oui. Comment En fait, son style finalement bizarrement
a triomphé tout au long de sa vie, mais sans qu'on sache que c'était elle. C'est comme moi, quand je la rencontre dans l'immeuble, je sais pas que c'est elle. En fait, on a vécu tous avec des choses de Charlotte Perriand, parce que moi, je suis allé skier, et j'ai vécu dans les studios de Charlotte Perriand sans savoir que c'était Charlotte Perriand. Elle a quand même réussi, elle a quand même fait ces choses-là, ça a quand même marché. Donc c'est quand même quelqu'un qui a eu, entre la cité universitaire, les arcs, etc., une quantité de projets qui ont marché. Donc on peut pas dire que c'est quelqu'un qui était dans l'échec. Hein. Ça a été formidable réussite. Mais je pense que à la fois son goût pour rester un petit peu, tout en étant très consciente et très volontaire sur le fait qu'on reconnaisse que c'était son travail. Et je pense que c'est d'autant plus justifié que c'est un siècle quand même où les hommes dominaient considérablement toute la production, aussi bien des meubles, l'architecture, et que pour une femme s'imposer dans ce monde, c'était pas si évident. Ça n'est que au bout d'années et d'années de combats, où effectivement on a reconnu son nom, son talent. Je crois le fait que ce soit une femme, ça a compté. Non, ce fait qu'elle ne soit pas si médiatisée que ça. Je pense que sa personnalité aussi. Je pense qu'elle a tenu à ce qu'elle soit reconnue dans sa force et dans son caractère professionnel, mais je ne sais pas si elle est allée courir vraiment les médias. Et puis les Français, malheureusement, n'ont pas vraiment honoré leur créateur. Je sais qu'elle a été décorée aux États-Unis, mais on a du mal, je ne sais pas pourquoi, à reconnaître les talents des gens qu'on a, et puis une fois qu'ils sont reconnus à l'étranger, on se dit « Ah tiens, ils sont bien ». Voilà. Paulin, il y en a plein d'autres, c'est un peu comme ça. Voilà, et c'est un peu dommage qu'effectivement... de son vivant, elle n'ait pas eu... Bon, elle a quand même eu une reconnaissance, parce que si on fait le compte des expositions qui lui ont été consacrées, elle a quand même eu 2 expositions au Musée des Arts Décoratifs de son vivant, ce qui est pour un designer architecte est quand même assez exceptionnel. Donc, elle n'est pas ignorée du tout, mais je crois que le grand public ne la connaissait pas. Et la dimension, peut-être effectivement, la simplicité des matériaux utilisés, notamment le bois, ont fait peut-être que dans un paysage, je veux dire, où le design, où tout ce qui était modernité était plutôt représenté par le métal, par le plastique, par la mousse, par tous ces matériaux, le polyuréthane, enfin tout, le carbone ensuite, etc. Tout ce qui a été les matériaux nouveaux, c'était peut-être plus dur avec le bois. Alors François Lafanour, vous savez que ce podcast s'appelle Où est le beau ? Et que j'ai une petite tradition, c'est que je demande souvent à mes invités de nous dire un petit peu ce que représente le beau pour eux. Alors avant de vous poser cette question à vous, si on avait demandé à Charlotte Perriand de définir le beau, à votre avis, qu'est-ce qu'elle aurait bien pu répondre ? Ça, c'est difficile de parler à la place des autres, surtout que je pense en tout cas, je sais pas si elle aurait... On a eu pendant des années cette phrase que le beau c'est l'utile. Hein. On a vécu avec ça, et beaucoup de designers ont essayé de sortir de cette presque de ce diktat que le beau devait être l'utile. Je sais pas si elle aurait été là-dedans. Je pense qu'elle a cherché la beauté dans une forme, je dirais, dans la nature. Donc je pense que si sans vouloir la trahir, mais j'imagine qu'en tout cas la nature et le beau, quelque chose qui aurait pu dans sa tête être prédominant en tout cas. Donc le beau, ce serait le vivant, quoi. Le beau, c'est le vivant, le beau, c'est la nature, le beau, c'est quelque chose qui est de l'ordre du naturel. Il y a quelque chose de l'ordre du naturel qui vient, et souvent d'ailleurs on trouve les gens qui sont naturels, on les trouve assez beaux. Ils n'ont pas besoin d'être très beaux. Je pense que ça a quelque chose d'assez, ouais. Ah bon. Et vous, et moi, le beau, je trouve que le beau est, en tout cas pour moi, c'est essentiel dans ma vie. C'est-à-dire que je ne pourrais pas... J'aime être entouré de quelque chose, d'univers de beau. J'aime les beaux tableaux. Alors après, évidemment, il y a la notion qu'est-ce que c'est que le beau. C'est évidemment plus compliqué. C'est curieux, d'ailleurs, on a traversé une période dans les années 70 ou 70-80, où le beau était suspect. Oui. On avait, dès qu'on disait c'est beau, on disait oui, mais bon, c'est beau, mais si c'est beau, c'est pas intéressant. Il y a souvent eu une vision
comme le beau pourrait être dans la superficialité ou véritablement dans la séduction. Et moi, je suis persuadé que le beau n'est absolument pas dans cette. Je pense que le beau est au contraire l'expression d'une magie, d'une magie, j'allais presque dire divine. Je suis pas croyant, mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de voilà du divin, ou en tout cas d'une beauté de la nature, une beauté de l'esprit, une beauté de l'âme qui s'exprime à travers le beau, et que je pourrais pas vivre, en tout cas moi, sans ça, quoi. Bah c'est aussi cette succession de chocs esthétiques qu'on peut avoir un peu partout. Et elle le disait très bien, je pense qu'elle en a eu beaucoup quand elle prenait des photos de détails dans la nature, etc. Bien sûr, mais la beauté, elle est présente partout. Et si on se laisse aller, parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ne se laissent pas aller à cette beauté en pensant qu'il y a une sensiblerie, ou en pensant... Moi, je pense que c'est un moyen d'accéder à soi-même, à ses sentiments, à ses sensations, et je pense que c'est un moyen extraordinaire d'abord de se nourrir, de s'enrichir. Alors il n'y a pas simplement la beauté des tableaux, parce que c'est compliqué dans l'art aussi, parce qu'il y a une notion culturelle, il y a une notion temporelle aussi. On va être intéressé, on va trouver beau certaines choses à certains moments et pas à d'autres. Donc je trouve que la beauté est quelque chose qui, moi, me semble essentiel, et pour laquelle on doit être vigilant. Oui, il faut se rendre disponible, en fait, aussi. Oui, il y a une disponibilité par rapport à la beauté. J'ai l'impression que de temps en temps, on voudrait s'accaparer la beauté, on voudrait l'acheter, on voudrait la prendre, la saisir, et puis se dire, voilà, elle est à moi. Peut-être que non, peut-être qu'il faut simplement être capable de la vivre, être capable de l'observer. Cette beauté, elle est partout, elle est présente, et qu'elle est véritablement source d'enseignements extrêmement forts, et qui peuvent nous permettre de découvrir, mais aussi de passer plein d'épreuves qu'on peut avoir chacun de difficiles dans notre vie, grâce à la présence de la beauté. Je pense que des gens comme Charlotte Perriand ont été très obsédés par l'idée que sûrement vivre dans la beauté allait avoir un rôle didactique, ou au moins empathique, si on peut dire, avec les gens, qui allaient vivre avec les choses qu'elle allait créer. Je pense que c'est quelque chose qui a été une préoccupation à la fois naturelle, et puis sûrement une obsession aussi dans son travail. J'espère que je me trompe pas. Non, mais je pense aussi, et je suis d'accord avec vous sur le fait que la beauté, c'est hyper important dans nos vies, et que et comme Charlotte Perriand le faisait très bien, en fait, s'émerveiller devant la beauté aussi de la nature, etc. Ça nous permet aussi d'être davantage proche d'elle, et puis peut-être aussi d'avoir davantage envie de la protéger. En fait, ce qui est beau, on a envie non seulement de le partager, bien de sûr. Le protéger. Oui, mais je pense aussi, par exemple, quand on pense à des problèmes sociaux, je suis frappé de voir qu'à chaque fois que des gens qui prétendument vivent dans des conditions difficiles, qui n'ont pas de moyens, etc., à chaque fois qu'ils sont en contact avec la beauté, que ce soit la musique, le théâtre, la poésie, le rap, je ne sais quoi, à chaque fois qu'il y a ce contact-là, il y a quelque chose qui les porte, et qui visiblement permet de vivre mieux ces difficultés, de digérer certaines colères ou certaines haines. Et donc moi je crois vraiment que, mais bizarrement, il y a peut-être une perception par certains de la beauté comme étant subversive. Et dans la subversion de la beauté, il y a peut-être une méfiance pour certains dirigeants de se dire que peut-être s'il y a trop de beauté, il y aura peut-être trop de subversion. J'en sais rien. Ouais, mais il y a une possibilité que la beauté soit subversive, en fait, finalement. En tout cas, là, pour avoir interviewé il n'y a pas très longtemps, le botaniste Francis Allais nous disait que dans la nature, et notamment dans les forêts tropicales qu'il a beaucoup étudiées, ce qui était beau, c'était le fruit en fait d'une évolution et d'une transformation, d'une mutation parfaite des animaux pour survivre. Et donc en fait, il disait dans la nature, il faut aussi parfois se méfier de ce qui est beau, parce que c'est le fruit d'une évolution qui a fait qu'aujourd'hui cette plante est toujours là, donc qu'elle a pu survivre. Bien sûr, mais le fait que la beauté ait permis
la continuité d'une espèce ou autre ne veut pas dire que c'est pas un combat. Ne veut pas dire. Et souvent, j'ai l'impression qu'on peut imaginer que la beauté est quelque chose qui amène simplement à la contemplation et une forme d'attentisme, voilà, et de passivité. Et moi, je trouve au contraire. Moi, je trouve que quand je vais dans un musée, que je vois des belles œuvres d'art, je sors de là, j'ai une énergie incroyable. J'ai envie de créer, j'ai envie de faire des choses. Et je trouve au contraire, à la fois, il y a un côté subversif, il y a un côté dynamique, et il y a un côté spirituel. Enfin, il y a un côté presque philosophique, parce que si on commence à réfléchir à comment s'est ordonnancée toute cette beauté et comment elle est là, ça nous fait forcément réfléchir au sens de la vie, à la façon dont elle s'articule, la façon dont elle s'organise, la façon dont il y a des combats, des morts, toutes des choses qui peuvent être aussi dramatiques, mais qui sont des enseignements de vie assez extraordinaires. Donc moi, je crois beaucoup à la beauté. Mais alors, non seulement elle se partage, elle se transmet, comme vous dites, mais elle est aussi hyper subjective, et je crois que il faut se faire davantage confiance, en fait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit a voulu, avec les tendances, avec les machins, nous dicter un petit peu ce qu'on devait trouver beau ou pas beau. On vit dans un monde de marques. Donc la marque, c'est l'absence de critères individuels pour la beauté. Voilà. C'est tout le monde aime la même chose. Et puis on est persuadé, à partir du moment où il y a une marque, on sait qu'on est juste, donc ça va, quoi. Ce qui est terrible. Moi, par exemple, ça me frappe de voir qu'aujourd'hui, c'est mieux et c'est considéré comme plus élégant et plus beau d'être habillé avec des marques, alors qu'avant, on pensait qu'il fallait faire ses vêtements sur mesure. Donc il y a un décalage complet. Moi, j'avoue que je trouve, on est comme tout le monde, on finit par être pris là-dedans, mais effectivement, oui, mais je pense qu'il y a une nouvelle, en fait, enfin, c'est ce dont on discute aujourd'hui avec tous mes invités. Voilà, vous faites partie de ces discussions qui sont passionnantes, mais de se dire qu'il y a sûrement un nouveau regard sur le beau, en fait, à avoir aujourd'hui. Bien sûr. Moi, encore une fois, j'ai été frappé quand j'ai commencé à faire ce métier, de voir à quel point le beau était quelque chose qui était rejeté. Il y avait quelque chose qui était considéré comme étant véritablement un petit peu, comme on disait, superficiel, un petit peu séducteur, et comme si on avait peur de cette beauté. Moi, je trouve au contraire que il faut voir qu'est-ce qu'il y a derrière la beauté. La beauté n'est pas du tout ni un danger, ni une superficialité. La beauté, c'est une force extraordinaire qui est à la fois une source d'inspiration, une source d'énergie, une source de pensée, et le reflet sûrement de quelque chose qui va nous amener à nous poser encore plus de questions. Ouais. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est d'avoir un regard plus sensible, du coup, sur les choses. On peut se souhaiter beaucoup de beauté autour de nous et en nous. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, François. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie Plendy pour sa complicité. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur mon site. Je vous ai mis le lien dans les notes. C'est www.oueslebeau.com. Si vous pensez que cet épisode peut plaire à quelqu'un de votre entourage, il vous suffit de cliquer sur partager. C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les 3 petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes, là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast ou que vous laissiez un petit commentaire. Ça permet aux algorithmes et aux curateurs des plateformes comme Apple Podcast de mieux référencer Où est le beau. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse et à la semaine prochaine.